Bonjour, Frédéric Duprat de l'MDC Toulouse. J'avais une question pour Younes sur la dernière remarque qu'il a faite concernant le module Young. En fait, si je comprends bien le résultat du calcul, plus on va vers un état dégradé, meilleure sera la fiabilité. Puisqu'on va avoir, si on a un abaissement du module Young par dégradation de la structure, on va finalement améliorer son comportement vibratoire. Allô? Oui. Donc en fait, c'est qu'on ne considère pas une dégradation du module Young. C'est pas une dégradation des propriétés. C'est-à-dire le fait qu'on rigidifie la structure, donc on augmente la matrice de rigidité. Donc en fait, parce que là c'est un problème modal, c'est-à-dire on a la matrice de masse et la matrice de rigidité. Donc du coup, on peut se rapprocher des pics de résonance en torsion. Je ne sais pas si la réponse est claire. Ce n'est pas une dégradation du matériau, c'est juste la rigidification en augmentant le module de Young, ça peut décaler les fréquences. Donc se rapprocher plutôt d'autres pics de résonance. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, Christian Gogu de lycée à Toulouse. Donc, toujours une question pour Younes d'abord. Par rapport aux différences donc, entre l'approche invariante du temps et dépendante du temps, parlant de la fatigue, moi, je me pose toujours la question. La fatigue, déjà, ça prend en compte une variation donc, du chargement dans le temps. Alors, comment on peut parler donc d'un côté de cette approche invariante du temps et de l'autre côté variable dans le temps? Est-ce qu'on ne prend pas en compte deux fois la même chose? Enfin, je ne sais pas quel est ton point de vue là-dessus. Donc en fait, dans l'approche invariante, c'est-à-dire indépendante du temps, le processus il est modélisé par ses maxima, c'est-à-dire par une loi de Gumbel, par une loi normale. Alors que dans l'autre approche, il est juste considéré comme un processus gaussien. Donc il varie en fonction du temps. On ne considère pas que simplement les maxima. C'est tout simplement ça, c'est ça la nuance entre les deux approches. Sauf que pour résoudre l'approche dépendant du temps, variant, on a besoin d'un calcul du taux de franchissement, qui est en utilisant la formule d'Horace. Ok, merci. J'aurais une deuxième question pour Simon cette fois-ci. Par rapport donc aux approches présentées, est-ce que la mise en pratique, est-ce qu'on arrive à avoir suffisamment d'informations pour remplir cette matrice des poids à partir d'experts? Est-ce qu'ils sont capables de fournir toutes les informations nécessaires? La question, c'est sur les poids ou sur l'évaluation les évaluations dans la matrice? C'est la manière dont parce que la matrice d'évaluation, il y en a deux. Il y a la matrice où on évalue pour chacun des critères, pour chaque alternative, mais en plus on définit les poids au-dessus de chacun des critères, donc ça c'est un problème déjà. Et après il y a une deuxième matrice où on doit évaluer pour chacun des scénarios. Donc c'est globalement est-ce qu'il y a assez d'éléments de la part des experts pour évaluer ça? Enfin, c'est l'input de la part des experts. Ouais. Alors actuellement c'est sûr que là, en gros l'idée de tout ce projet au départ, c'est que faut juste peut-être pour recaler un peu. La question est venue du ministère, on a beaucoup d'ouvrages à gérer. Maintenant, évaluez-moi l'efficacité des ouvrages. Voilà la question brutale. Nous, le constat est qu'on est parti d'une base de données remplie par les experts. Donc c'est ce que je présentais un peu hier, où ils évaluent très rapidement par rapport à certains critères, donc au niveau structural, mais après ils évaluent de manière fonctionnelle. Et en fait, en interne, les experts eux-mêmes, au niveau de l'ONFRTM, disent en fait, on n'arrive pas du coup à, d'une part, évaluer concrètement l'efficacité, parce qu'on ne sait pas bien ce que c'est, puis sur quoi on se base pour évaluer l'efficacité à chaque fois. Et ensuite, on n'arrive pas non plus dans la question de classer finalement nos ouvrages. Bon, là, c'est l'évaluation en classant sur l'efficacité, mais on pourrait avoir un autre critère de décision qui est quelle action mener, quelle est la meilleure action sur un ouvrage donné. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer d'améliorer? Donc, en effet, là, on est encore à un stade prospectif, c'est-à-dire que ça n'a pas encore été clairement mis en place avec les experts sur le terrain. La seule chose est que, par contre, on part de l'idée que
en fait, on part des évaluations expertes, ce que je disais hier, où on a ces évaluations qui sont actuellement qualitatives. On part de ce constat-là pour essayer de monter finalement des processus qui prennent en compte la manière dont les experts en fait font concrètement les choses. Par contre, en formalisant les choses étape par étape. Par rapport à la question, par exemple, si on leur demande actuellement un expert, par exemple, la question du multiscénario, ils ne prennent pas en compte. Clairement, déjà, donc cette matrice-là, si je leur demandais aujourd'hui, ils ne me la rempliraient pas parce que, en fait, ils ne réfléchissent que sur un scénario donné. Mais nous, on dit, mais attention, quand tu parles d'efficacité, finalement, tu dois prendre en compte plusieurs scénarios normalement. Donc déjà, cette matrice-là, je suis d'accord avec vous, pour l'instant, elle n'est pas remplie. Et ensuite, la première matrice, ça, ils le remplissent, mais pour l'instant, de manière très qualitative, ils évaluent à chaque fois. Et ça, on a une base de données. Donc nous, ce qu'on introduit là simplement, c'est de leur dire, quand tu évalues de manière qualitative, en fait, est-ce que tu n'as pas derrière plutôt une évaluation qui est quantitative que tu as transformée en qualitatif? Et donc ça, c'est en train d'être mis en place et ça va être la phase prochaine, en fait, de concrètement réaliser ça avec eux et voir, en fait, le temps que ça prend et puis après adapter, quoi. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est très prospectif. Je me permets juste... Ah bon. Il y avait une question là. Rassoul Medizadeh, TER à l'école des mines. J'ai une question par rapport à la méthode de la gestion des risques par la méthode Math-Moser. Je voudrais savoir déjà pourquoi vous avez choisi cette méthode. C'est la première question. Et la deuxième, comment vous avez évalué la probabilité, les conséquences des événements que vous avez identifiés en fait, pour évaluer finalement le scénario en fait, le plus critique? Alors, pour le choix de la méthode, je pense que je l'ai évoqué quand j'ai fait ma présentation. Bon, c'est une méthode qui paraît très exhaustive, c'est-à-dire qu'on arrive à faire ressortir les scénarios les plus probables. Et elle est utilisée dans les secteurs industriels. Une tentative a été faite par le professeur Verdel, donc ça a attiré notre attention justement, pourquoi pas l'utiliser dans le secteur de la construction. Et en ce qui concerne l'évaluation, donc on a utilisé la matrice probabilité-gravité, et là on se base sur une évaluation qualitative, basée sur jugement d'experts. Il n'y a pas le problème, pourquoi on fait ça, donc on n'a pas d'historicité des événements, et surtout quand on parle de mouvements de pente, c'est des mouvements qui ne sont pas toujours récurrents. Forcément, donc on se base sur, on ne peut pas dire un retour d'expérience, mais pas formel. Donc ce n'est pas formalisé, on n'a pas des statistiques, on n'a pas. Je parle dans l'environnement algérien. Donc c'est une concertation entre les différents acteurs du projet et aussi par rapport aux expériences des uns et des autres. Qu'on arrive justement à placer nos scénarios dans la matrice. On essaye de mettre en œuvre, de placer des barrières technologiques et opérationnelles. Et après, on voit l'évolution de ces scénarios dans les matrices après application des barrières et s'ils sont neutralisés ou pas. Donc on essaye au maximum de minimiser les risques y afférents. On va prendre une dernière question. Je vous demanderai de la faire courte, la réponse, la question et la réponse. Merci. Je vais tâcher de le faire. Je vous remercie. Donc ma question s'adresse à Madame Benachenho. J'ai peut-être mal suivi votre exposé, mais vous avez parlé de la partie réalisation. Il y a également la partie études. Et si je ne m'abuse, sur ce projet en particulier qui a coûté apparemment 15 milliards de dollars, et pour l'anecdote, il y a aussi la phase études. Et je crois savoir que, par exemple, il y a des études géotechniques qui ont été très très mal faites, voire bâclées. Et vous avez des piles de pans qui se sont enfoncées, et c'est ce qui a créé, par exemple, des désordres du côté d'ailleurs de la zone que vous avez étudiée. La zone ouest, oui. Non, tout à fait. Là, ce que j'ai exposé ici, c'était principalement, je me suis focalisée sur la phase réalisation, mais l'étude a été faite aussi sur la phase étude, parce que du coup, par absence de certaines études géotechniques, qui est justement ont un impact dans la réalisation, et là, du coup, on a eu des affaissements, des dégradations de chaussées, etc. Donc l'étude est plus complète. Là, c'est juste une partie. Et je voudrais juste ajouter, je ne l'ai pas dit à la fin, donc là on a intégré aussi la partie, comme le projet de construction fait intervenir beaucoup d'acteurs et une multiplicité d'acteurs, donc on a fait ce qu'on essaye de faire maintenant, de faire ressortir l'interopérabilité entre les différents acteurs et voir les sources de danger, qu'est-ce qui peut avoir comme impact justement pour la réalisation de projets. Il y a encore une petite question courte avec une réponse courte juste derrière.
Donc voilà, question super courte. Donc Charbel El Souedi, Université de Nantes. Donc question super courte à Younes. Donc Younes, dans le cadre de ton travail pour calculer la probabilité de ruine, cumulée de ruines, tu as utilisé donc les méthodes de outcrossing, de taux de franchissement, et dont la formule de Rice en fait, qui est bien adaptée au processus stochastique gaussien. Mais ma question est la suivante, c'est que on sait bien dans la littérature que les méthodes de outcrossing ne donnent pas ne permettent pas de calculer la probabilité cumulée de ruine, mais une bande supérieure de cette probabilité. Donc ma question est la suivante, est-ce que tu as eu l'occasion de pouvoir comparer les résultats de ton modèle par une méthode analytique type Monte Carlo, où tu ne passes pas par les outcrossing approach, et pour voir si cette hypothèse le fait de calculer la bande supérieure donne, si tu veux, des résultats trop différents par rapport à ce que tu as trouvé. Ouais, je vois ce que tu veux dire, oui. En fait, oui, c'est la probabilité de défaillance cumulée, elle est approchée par l'intégrale du taux de franchissement multiplié par, dans le temps. Donc évidemment, ça c'est une borne supérieure. On n'a pas comparé avec Monte Carlo, c'est en cours d'ailleurs. C'est un travail collaboratif entre enseignants-chercheurs, donc ça peut prendre de la longueur. Mais on souhaite le faire exactement pour comparer et surtout valider le résultat de l'optimisation. Merci.